Attends. Non. Quelle belle heure, le sacrifice de YouTube. Il y a des personnes qui sont discriminées, dont la famille s'oppose au mariage, d'autres qui sont rejetées dans des emplois importants. Il y a de la discrimination immobilière et des terrains, ainsi que de la haine sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous n'aborderons pas le racisme ou la discrimination envers les étrangers, nous parlerons plutôt de la classe la plus marginalisée de l'histoire du Japon, présente depuis 3 siècles, qui est basée sur le statut hiérarchique qui est encore en vigueur aujourd'hui, ceux qu'on appelle les burakumin, pour simplifier plus ou moins du côté religieux, une personne qui tue des animaux, même si c'est pour se nourrir, commet un acte impur et par conséquent, elle doit se purifier. De même, par exemple, si un être cher meurt et que tu manipules le corps pour le préparer à des funérailles, tu commets aussi un acte impur, donc tu dois te purifier. Avec ça, tout va bien maintenant. Mais que se passe-t-il si nous nous consacrons aux funérailles ou si nous manipulons des corps d'animaux morts? Tous les jours, toute la journée? Le fait est que les personnes qui se consacraient à manipuler des animaux morts étaient considérées comme une classe constamment impure. Par conséquent, on a commencé à les appeler État. État, ce qui signifierait une personne très impure. Ou Inin, ce qui signifie littéralement non-humain. Et le fait est qu'à l'époque Edo, il y a 300 ans, depuis le XVIIe siècle, les classes sociales étaient très marquées. Au sommet se trouvaient les seigneurs féodaux, suivis des samouraïs qui tuaient des gens. Mais nous savons tous que c'était toujours pour l'honneur, que c'était des causes très nobles. Il y avait les paysans, les commerçants, d'autres types de classes sociales, et enfin, tout en bas, il y avait les animaux et les inins, les non-humains. En fait, les personnes qui vivaient de cela étaient carrément considérées comme des animaux de travail. C'est-à-dire que c'était des métiers absolument nécessaires, des postes que quelqu'un devait occuper. Par conséquent, on les laissait exister, être là, mais bien sûr, ils ne pouvaient pas socialiser avec le reste des gens. Par conséquent, ces personnes n'avaient aucune garantie de pouvoir améliorer l'avenir de leur génération. Et en gros, même si quelqu'un était burakumin, les enfants n'allaient pas forcément être burakumin par héritage, mais comme ils ne pouvaient pas socialiser librement, ils étaient obligés de rester burakumin. Maintenant, comment une personne devenait-elle burakumin? En plus de son travail, c'était aussi le fait de vivre dans la zone des burakumin. Les personnes qui étaient classées de cette manière devaient vivre dans des villages où vivaient des burakumin. Donc, même si tu n'avais rien à voir avec ça, mais que tu déménageais ou vivais dans l'une de ces cabanes où ils vivaient, tu devenais automatiquement l'une de ces personnes. Ce groupe de personnes était tellement stigmatisé qu'on considérait qu'un barakumin n'était qu'un 7e d'un être humain. On ne les comptait même pas dans les recensements de cette époque. Même à cette époque, on allait jusqu'à les tatouer pour les marquer et pouvoir les différencier des autres. Parce que, bien sûr, c'étaient des Japonais comme les autres, à première vue, ils n'étaient pas reconnaissables, sauf si on les tatouait. D'ailleurs, à cette époque, les personnes qui portèrent des tatouages avaient certaines marques spécifiques. Les criminels, et selon le crime qu'ils avaient commis, il y avait un type de motif de tatouage. Les criminels étaient réintégrés dans la société en tant que buraku d'une certaine façon. Ainsi, non seulement ils étaient considérés comme des personnes impures, non humaines, mais en plus il y avait des criminels parmi eux. Et là, nous avons un peu l'origine des Yakuza. On dit que 7 Yakuza sur 10 descendent de familles burakumin. Et cela a été ainsi pendant 200 ans, jusqu'à la fin du 19e siècle, lors de la restauration Meiji, où une constitution a été écrite pour la première fois, disant que les citoyens avaient l'égalité des droits. Mais cela n'a pas amélioré la situation. Parce que imaginez-vous 200 ans pendant lesquels un certain groupe social a été tellement marginalisé. Comment faire pour que les gens arrêtent de voir les burakumin comme ils étaient supposément? C'est là que la population s'est mise à chercher des méthodes pour pouvoir les distinguer. Par exemple, ils ont écrit des livres avec des listes de noms de familles courants chez les burakumin.
Parce que bien sûr, il fallait bien trouver un moyen de les séparer du reste des gens normaux. Ainsi, les Burakumins n'ont pas eu d'autre choix que de rester dans l'industrie du tannage. C'est un chien? Oui. C'est très rare de voir des chiens dehors. Oui, c'est très Rare, oui. C'est très rare. Près d'Asakusa, au début il y avait un village Burakumin qui travaillait avec des cuirs de porc. Mais à cause de la puanteur qu'il y avait, ils ont été obligés de déménager. Toutes ces usines, du côté de la rivière que nous avons ici, à côté, nous sommes à environ 5 km d'Asakusa, plus ou moins. Le problème, c'est qu'ils ont toujours dû s'installer près des rivières pour pouvoir laver les cuirs. Et c'est l'un des rares quartiers qui reste d'eux. Ce type-là, nous allons parler plus en détail de ce qu'est ce quartier. Et en parlant un peu plus des Burakumins d'aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques décennies à peine, les Burakumins ne pouvaient même pas ouvrir de compte bancaire, ils ne pouvaient pas obtenir de prêts. Mais que se passe-t-il? Les Burakumins n'étaient pas nécessairement des gens pauvres, mais c'était la classe la plus mal vue, la plus marginalisée. Mais pas forcément pauvres, tous étaient des travailleurs. Alors, un groupe de Burakumins a dit « Créons notre propre banque ». Et par conséquent, si l'on était avec un certain nom de famille et résidant dans certains quartiers, il fallait absolument recourir à ces banques qui étaient censées être ouvertes à tout le monde. Le gouvernement a pris de nombreuses mesures grâce auxquelles aujourd'hui les Burakumins peuvent ouvrir un compte bancaire normal et obtenir des prêts. Mais ce n'est que depuis environ 2002. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et d'autre part, ces personnes vivent parfois dans des zones assez éloignées des villes et vivent dans ce qu'on appelle des barakugoya, qui est un terme pour désigner des cabanes. Parce que, bien sûr, si on trouve des images de là où vivent les anciens Burakumins, ce sont des maisons assez laides, dans des endroits où personne ne veut vivre. Et en plus, il y en a beaucoup qui occupent simplement le terrain, c'est-à-dire qu'ils ont construit une maison sans avoir les papiers légaux de la propriété. À Kyoto, par exemple, il y avait un quartier relativement grand, qui est maintenant presque entièrement vide. Et le gouvernement a commencé à agir pour démanteler ce quartier afin d'enlever la stigmatisation de cette zone et des personnes qui y résident. Et petit à petit, ils expulsent les gens, mais en les aidant à déménager ailleurs. Au moins là-bas, les laisser regrouper, c'est-à-dire les obliger à mener une vie meilleure. On pourrait penser que les expulser, c'est les mettre à la rue, mais ce n'est pas le cas, c'est plutôt les obliger à se déstigmatiser. Il existe des exemples d'interviews de personnes adultes aujourd'hui qui sont ou étaient Burakumins. Et ils racontent que, lorsqu'ils étaient enfants, ils n'invitèrent pas d'amis de l'école chez eux parce qu'ils ne voulaient pas montrer où ils vivaient. Ou s'ils prenaient le bus, ils descendaient à certains arrêts précédents pour ne pas descendre directement dans le quartier même, qui était considéré comme le quartier Buraku. Et donc, eh bien, maintenant, de nos jours, ce quartier de Kyoto est presque vide. Il ne reste essentiellement que des ruines de ce qu'étaient des anciennes maisons. Très bien. Ce groupe de personnes représenterait ceux des Burakumins qui n'ont jamais pu accomplir quoi que ce soit dans leur vie. Mais bien sûr, il y a aussi le côté des personnes qui s'en sortent un peu mieux. En ce moment, nous sommes à Higashi-Sumida, qui est un quartier, un petit district industriel, rempli de petites usines, où, comme je le disais, il y a beaucoup de petites tanneries qui travaillent le cuir de porc. Et d'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, c'était un Japonais dans ce quartier qui était l'un des principaux distributeurs de peau de porc. Il y a eu une époque où il s'en sortait plutôt bien, mais depuis les années 80, l'industrie a connu une chute brutale. Et il ne restait plus que quelques rares usines. Mais malgré cela, eh bien, ce ne sont pas forcément des personnes de classe inférieure, ils vivent simplement dans un quartier un peu moche, on pourrait dire ça comme ça. Nous sommes dans un quartier relativement abordable. Moi, par exemple, qui cherche les prix des maisons dans ce quartier, il se trouve que les appartements et les maisons sont assez bon marché.
Le fait est que c'est une zone avec une industrie peu populaire, et il y a beaucoup de gens qui semblent acheter des propriétés ou déménager dans ce quartier sans avoir la moindre idée de l'histoire de cet endroit. Mais en soi, il n'y a rien de mal à cela, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas une ambiance très agréable, c'est-à-dire, il n'y a pas de magasin, sur tout le chemin que nous avons parcouru, nous n'avons vu aucun magasin de proximité, c'est vraiment un environnement assez laid. Ce n'est pas un joli quartier, disons, même si évidemment il n'y a rien de mal à cela. Mais c'est un quartier sale et bruyant. Selon l'endroit, ça peut sentir mauvais parce qu'il y a les tanneurs de cuir et il n'y aura pas de bonnes odeurs. Il y a donc une forte présence de corbeaux dans ce quartier. C'est une zone où ils sont nombreux. Malgré l'absence de déchets dans la rue, les odeurs persistent. Les corbeaux sont à la recherche de morceaux qui auraient pu tomber. Des petites usines. Il y a un film que je recommande vivement qui s'appelle Okuribito, où la traduction était violon dans le ciel ou quelque chose comme ça. C'est un très beau film dans lequel on ne mentionne pas les burakumines. Mais il est spécifique au travail funéraire où il montre ce qu'est la stigmatisation et la discrimination des personnes qui travaillent dans ce secteur. Dans les zones rurales du Japon. Et le film traite d'une situation complètement actuelle, ce qui le rend encore plus intéressant. En 2020, on a interrogé des personnes qui se considéraient comme barakumines ou ex-barakumines, et 17% ont déclaré avoir ressenti une forme de discrimination au moins une fois dans leur vie. De ce 17%, 58% ont déclaré que les cas de discrimination qu'ils ont subis étaient des refus de mariage ou de relation de la part des parents du partenaire. Cela a également conduit de nombreuses personnes à ignorer ces interdictions et à couper certains liens familiaux avec ceux qui se sont liés aux burakumines. Le gouvernement a travaillé jusqu'en 2002 pour éviter toute forme de discrimination envers les burakumines. Par exemple, ils ont déjà interdit les questions inappropriées lors des entretiens d'embauche. Peu d'entreprises accordent autant d'attention à cela. Quelle est l'origine de la personne selon son nom de famille ? De nos jours, il y a tellement de noms de famille burakumines que chercher par le nom de famille est quelque chose d'assez compliqué. Le contrôle de la haine sur les réseaux sociaux est aussi quelque chose d'assez compliqué à gérer. Et actuellement, on dit qu'il y a au moins 100 cas de discrimination buraku dans le pays chaque année. Ce n'est pas si fréquent, mais ça existe vraiment. J'espère que vous avez appris du nouveau aujourd'hui. À la prochaine. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ton voisin. Salut!